Donc, on va tout de suite passer à une nouvelle session où on va aborder donc, les contributions d'Edmond Becquerel dans le domaine de la phosphorescence et de la luminescence. Et donc, je laisse la parole aux deux présidents de session, Jean-Louis Lazzari et Laurie Peter. Donc, Bonjour, bonjour, vous m'entendez? ouais, Oui, on t'entend. je suis Jean-Louis Lazzari, je suis chercheur au CNRS, dans l'immédiat en direct de mon salon. Voilà, de formation, je suis physicien du solide. Mon domaine, ce sont les couches minces de semi-conducteurs, plus récemment les oxydes. Et mes spécialités sont les techniques d'hétéroépitaxie et puis bien évidemment les propriétés physiques de ces couches minces pour des applications diverses en optoélectronique. J'ai commencé ma carrière sur les diodes laser à semi-conducteurs et aussi les photodétecteurs infrarouges et plus récemment, mes centres d'intérêt, ce sont les cellules solaires à bande intermédiaire basées sur des niveaux intermédiaires de boîtes quantiques de semi-conducteurs 3,5. Voilà, pour les fans, l'absorption résonante à 2 photons. Voilà, donc j'ai le plaisir de co-présider cette session sur la phosphorescence et la luminescence en compagnie de Lawrence Peter from Bath University, à qui je passe la parole, s'il le veut bien. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonjour à tous. Je m'appelle Laurie Peter. Je suis professeur émérité à l'Université de Bath en Angleterre. Je travaillais pendant près de 50 ans sur le thème de photoélectrochimie. Ça me fait grand plaisir de vous présenter notre prochain conférencier, Guillaume Gaillot. Il est directeur de recherche au CNRS à l'École polytechnique de Palaiseau, où il est également enseignant. Guillaume est bien connu pour son travail en la spectroscopie terahertz et femtosecondes. L'année dernière, Guillaume a encadré un groupe de 5 élèves polytechniciens sur un projet de réalisation d'un phosphoscope de Becquerel dans le but de montrer le principe de fonctionnement de cet appareil ancien. Il se trouve qu'un exemple appartenant au musée d'école polytechnique. Dans un instant, Guillaume va présenter le principe du phosphoscope de Becquerel et la réalisation des élèves. Mais en passant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la courte vidéo que j'ai faite sur le sujet de la construction d'un phosphoscope à l'Institut Fritz Haber de Berlin. Je travaillais il y a de nombreuses années. Continuez. OK, merci Monsieur Chairman. Donc effectivement, je vais vous parler du phosphoroscope de Becquerel et plus précisément d'un projet collectif qu'on a réalisé avec des élèves de l'École polytechnique l'année dernière. Donc je travaille à l'École polytechnique au laboratoire d'optique et biosciences et c'est dans le cadre de mon enseignement que donc j'ai participé à ce projet et que j'ai encadré ces élèves. Donc la question autour de cet instrument, évidemment, c'est la question de savoir ce qu'est la phosphorescence. Ça appartient à une grande famille, la luminescence, qui est en fait une production de lumière spontanée par différents moyens énergétiques, mais en opposition à l'incandescence, qui est la production de lumière en chauffant le matériau. Donc on va parler de lumière froide, puisqu'on ne chauffe pas le matériau. Alors, il existe de très nombreux exemples qui dépendent de la façon dont on vient activer la production de la lumière. Alors, un exemple très connu de nos jours, ce sont les LED, les diodes électroluminescentes, par donc un champ électrique qui produit cette lumière. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai aucune... Attendez, je suis désolé, je recommence parce que j'ai aucune image qui s'affiche. C'est bon chez vous. Ah, bon, ok, ben voilà, c'est bon. Désolé. Problème dans l'animation, c'est très curieux. Donc, je recommence mon propos. Donc, vous avez les diodes électroluminescentes. Le vert luisant, un exemple de bioluminescence.
vous avez, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'ensemble de la photoluminescence qui regroupe la fluorescence et la phosphorescence. Donc, la photoluminescence, c'est la production de lumière par l'absorption d'une autre lumière. Qu'est-ce qui oppose la fluorescence et la luminescence? Eh bien, en fait, historiquement, on parlait de phosphorescence. Ça vient de phosphore, qui est, on a une citation en 1789, la propriété de dégager de la lumière sans combustion. Donc, on retrouve déjà cette opposition par rapport à l'incandescence. Et en fait, le nom de fluorescence arrive plus tard, et il est donné par Stokes en 1852. La grande différence entre les deux, eh bien, c'est une question de durée de vie, de stockage d'énergie. Parce qu'entre l'absorption de l'énergie et sa réémission, il se passe un certain temps caractéristique qu'on va appeler le temps de vie, caractérisé par un temps tau pour la suite, et qui dit en fait que l'énergie va décroître dans le temps avec ce temps caractéristique. Et donc la différence entre fluorescence et phosphorescence, c'est essentiellement ça. Pour la fluorescence, on parle de temps court, inférieur à la milliseconde, ça peut descendre à la nanoseconde. Par contre, pour de la phosphorescence, on a des temps qui sont plus longs. Au-delà de la milliseconde, ça peut durer des minutes, voire des heures. Et en fait, la différence, elle est essentielle, elle est à la fois physique, mais aussi humaine, puisqu'en fait, il est impossible d'observer ces temps caractéristiques de fluorescence à l'œil humain sans instrument de mesure. Si on veut aller plus loin, évidemment, il faut partir dans le monde de la mécanique quantique, monde qui était totalement inconnu à Edmond Becquerel, mais on a les explications scientifiques modernes en reprenant l'analogie un peu plus précise du flipper cher à Daniel Linko, où les électrons, qui sont représentés ici par des niveaux discrets, peuvent changer de niveau en absorbant un photon. Et donc, l'absorption fait passer le photon du niveau fondamental vers le premier état excité. Alors, j'ai introduit ici l'état de spin S, juste qu'il a un numéro 0, c'est un état singulier, et ça se passe bien puisque l'état fondamental a un niveau 0. Et il y a une règle de sélection en mécanique quantique qui dit que les transitions possibles se font en conservant ce nombre quantique. Donc, une fois que l'électron est dans un état excité, il va relâcher son énergie, possiblement en émettant un photon. C'est ce qu'on appelle de la fluorescence. Et comme la transition est mécaniquement possible, le relargage de l'énergie, donc l'émission du photon, va se faire rapidement et on parle de fluorescence. Par contre, il existe des molécules dans lesquelles l'électron peut passer dans un état S égale à 1, un état triplé, et normalement, l'électron devrait rester coincé ad vitam aeternam. Bon, il se trouve qu'il y a d'autres mécanismes beaucoup moins probables et qui permettent le transfert de l'énergie vers l'état fondamental, notamment les couplages spin-orbite. Et dans ce cas-là, comme on a des états qui sont stockés beaucoup plus longuement, on parle de phosphorescence. Donc, une rapide histoire du phosphoroscope de Becquerel. Parce que donc, Becquerel, quand il fait sa découverte et son travail sur la phosphorescence, se base évidemment sur une histoire relativement récente, enfin disons que les 30 dernières années précédant ces travaux. Et on pourrait citer quelques exemples importants qui ont conduit Becquerel, Edmond Becquerel à cette étude. Donc on en a parlé au cours de cette matinée. En 1821, Fraunhofer commence à étudier les spectres d'émission de certains métaux. Il trouve des bandes caractéristiques. Ces études seront véhiculées aussi beaucoup par la découverte de la photographie en 1827 et puis dans les années qui viennent, ce qui fait que les laboratoires vont constituer des collections de spectres d'émission qui vont servir de base de données aux scientifiques. En 1852, Stokes observe que le spectre d'absorption, c'est-à-dire les différentes couleurs absorbées par les matériaux fluorescents, diffère des couleurs réémises par ces mêmes matériaux. Et il quantifie même cet effet par un décalage entre les maxima d'absorption, ce que l'on appelle encore le décalage shift ou Stokes shift en anglais.
Ce même Stokes va donner le nom de fluorescence à ce phénomène par analogie avec l'opalescence, phénomène optique qui apparaît dans les opales. Et comme un système d'études important était la fluorite, il donne le nom de fluorescence à ce phénomène. Et donc, on arrive en 1857 avec la création du phosphoroscope par Edmond Becquerel. Voici une photographie de l'exemplaire qui se trouve à l'École polytechnique et qui est le premier instrument mécanique permettant d'étudier la durée de vie de ces états fluorescents avec une résolution nettement inférieure à la milliseconde. Il existe différents phosphoroscopes qui se trouvent dans des collections à Harvard, à l'université d'Aberdeen ou au CNAM. Par exemple, celui d'Harvard, c'est un phosphoroscope portable qui, à mon idée, devait être assez délicat à manipuler. Mais en tout cas, c'était une version réduite du grand phosphoroscope classique qui se trouve à l'École polytechnique. Le principe maintenant du fonctionnement de ce phosphoroscope. Alors, comme toujours, une invention ne se fait pas à partir de rien. Je vais donner deux exemples qui ont précédé le phosphoroscope et qui ont sans doute aidé Becquerel à imaginer son instrument. Alors, le premier, en 1834, est le fameux miroir rotatif de Charles Weston, qu'il a utilisé pour mesurer la vitesse de propagation de l'électricité. Ce miroir a été repris 15 ans après par Hippolyte Fizeau sur une version modifiée avec une roue tournante. Vous avez ici une vision rapprochée des dents multiples de cette roue qui se trouve ici. C'est aussi un instrument qui se trouve au musée de l'École polytechnique. Et la mise en rotation extrêmement rapide de cette roue a permis à Fizeau de mesurer la vitesse de la lumière. Donc c'est la même idée qu'a repris Becquerel en utilisant une mécanique qui se déplace rapidement pour mesurer les phénomènes liés à la phosphorescence. Donc il utilise deux disques qui sont représentés sur cette gravure. Je vous montrerai plus en détail dans quelques minutes. Cette rotation de deux disques avec une haute vitesse, car il utilise des engrenages et une manivelle. Ces deux disques sont constitués d'ouvertures en opposition, c'est-à-dire qu'aucune ouverture n'est en face l'une de l'autre. Et donc, si on fait tourner l'instrument sans matériaux phosphorescents, on est incapable de voir à travers. Il faut, pour la petite histoire, souligner que son fils Henri, qui lui-même s'est intéressé à la phosphorescence, découvrira la radioactivité par inadvertance quelques années plus tard, à la fin du 19e siècle. Donc c'est vraiment quelque chose, une continuité dans la famille Becquerel, comme on nous l'a montré dans cette matinée. Pour avoir les interprétations beaucoup plus modernes et l'explication finale de ce type de diagramme énergétique, évidemment, il faut attendre le début du XXe siècle avec les développements de la mécanique quantique. Et puis, plus précisément, en 1921, l'utilisation de l'effet Kerr électro-optique permettra la fabrication de nouvelles machines fondées sur des mécanismes différents, mais qui permettront de descendre énormément la résolution temporelle, largement même inférieure à la centaine de nanosecondes grâce à des impulsions électriques. Donc, le principe du phosphoroscope de Becquerel est le suivant. Vous avez deux disques en rotation qui sont synchrones et qui sont dans l'instrument de Becquerel tourné à la main. La lumière arrivant vers la gauche, soit est bloquée par le premier disque, soit passe à travers, mais est bloquée par le second. Et donc, à aucun moment, la lumière ne peut s'échapper et traverser ces deux disques. Pour ensuite faire ses études, Becquerel va utiliser beaucoup le soleil, mais aussi des lampes à huile de type Carcel, qui sont des lampes très précises. Il a besoin d'une source de lumière importante pour mener à bien ses études. Et voilà ce qui se passe lorsque Becquerel met un échantillon phosphorescent à l'intérieur de ces deux disques, entre ces deux disques. Donc ce matériau va stocker l'énergie et relâcher la lumière avec un temps caractéristique qui va être typiquement de l'ordre de la milliseconde. Et voilà ce qui se passe. Finalement, lorsque le disque tourne suffisamment rapidement, l'énergie qui aura baissé après l'excitation
sera suffisamment importante pour pouvoir s'échapper et une fraction de la lumière va s'échapper à travers le second disque. Et donc, plus on va tourner rapidement et plus la quantité de lumière à travers le second disque sera importante. C'est comme ça que Becquerel mesurera les temps caractéristiques de phosphorescence en mesurant la vitesse de rotation du disque. Alors plus précisément, on peut voir le cycle de charge et décharge du phosphore. Lorsque le disque d'entrée est ouvert, le phosphore se charge. Ensuite, on bloque la source de lumière. Donc le phosphore se décharge jusqu'au prochain cycle. Et entre les deux, il y a l'ouverture de la fenêtre de sortie qui fait qu'on va intégrer un signal qui correspondra à toute cette zone temporelle qui sera visible soit avec l'œil, c'est ce que faisait Becquerel, mais on peut maintenant utiliser des caméras ou des appareils pour quantifier ce signal. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'instrument historique de Becquerel qui se situe à l'École polytechnique. Donc, vous avez une vue d'ensemble, la manivelle qui permet, avec un système d'engrenage, de faire tourner le disque qui se trouve ici, et vous avez ici la zone d'observation et le porte-échantillon où on placera le phosphore. Et puis, on a accessoirement une belle une boîte en bois avec un coffret qui contient encore des échantillons. On ne sait pas s'ils ont été utilisés vraiment par Becquerel directement ou s'ils ont été utilisés par la suite comme démonstration des cours à l'École polytechnique. Donc ici, j'ai quelques vidéos. Normalement, vous devriez entendre le bruit de l'appareil. C'est une vue de dessus. On voit la fenêtre d'entrée, la roue d'entrée, qui tourne de plus en plus vite. Et il y a une deuxième roue symétrique de l'autre côté. On voit ici en vue de face. Et vous pouvez remarquer qu'à aucun moment, on ne voit à travers la fenêtre. C'est toujours caché. Ici, vous avez une vue des engrenages et de la manivelle qui permet de faire tourner l'ensemble. Là, on tourne très lentement, en fait, par rapport à ce que... Alors, voilà, une vue générale. Donc, je disais qu'on tourne très lentement. Malgré tout, vous pouvez entendre le bruit que ça pouvait faire. Et en fait, pour reproduire l'expérience de Becquerel, il était assez délicat d'utiliser directement cet appareil qui est classé monument historique. Et donc, pour reproduire des vitesses de rotation extrêmement fortes, puisque cet appareil, à pleine vitesse, on trouve dans les écrits de Becquerel qu'il arrivait à moduler la lumière 3 à 4000 Hz, c'est-à-dire 3 à 4000 fois par seconde. Pour ne pas avoir à utiliser cet appareil, nous avons, lors d'un projet d'élève, imaginé la conception d'un système moderne, plus simple, pour pouvoir reproduire des expériences. Donc, nous sommes basés sur des systèmes commerciaux, notamment un moteur et une roue qui est utilisée pour hacher la lumière pour les expériences scientifiques. Nous avons pris une source de lumière LED dans le bleu qui permet d'exciter de la meilleure façon un phosphore. Ce phosphore nous a été donné par Thierry Gacouin, qui est chercheur au laboratoire de la physique de la matière condensée à Polytechnique et qui est un phosphore en chélate d'europium qui est particulièrement efficace pour ce type d'expérience. Et enfin, il y a eu des impressions en 3D pour le capot et certaines structures mécaniques. Ensuite, différentes expériences ont été réalisées, soit l'observation à l'œil, soit la caméra qui m'a permis de faire des vidéos, ou alors des mesures précises avec une photodiode amplifiée. Voici une vidéo donc, du dispositif en fonctionnement. Vous voyez la source bleue, le phosphore qui réémet la lumière dans le rouge, et puis ici, vous avez le détecteur qui permet de faire une mesure quantifiée du signal émis par ce phosphoroscope. J'ai ici maintenant l'expérience telle que Becquerel aurait pu la faire dans son instrument historique. On a placé la source de lumière derrière et on voit de la lumière de phosphorescence qui sort. Sur les côtés, c'est juste de la lumière parasite qu'on pourrait retirer en mettant un cache, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai retiré le cache pour qu'on voit l'ensemble. Et vous voyez au centre,
au fur et à mesure qu'on augmente la vitesse de rotation, l'apparition de la phosphorescence qui arrive à s'échapper du dispositif. Donc on arrive ici au maximum de vitesse. Ça fait déjà un certain bruit. On arrive à 1 kHz de modulation par dispositif. Et puis on fait baisser la vitesse. Et donc la phosphorescence progressivement disparaît. Voilà, on arrive tout près de la fin. Voilà donc un cycle de montée en vitesse et de It's a ralentissement. cycle whereby the speed ramps up and then falls back. Avec le détecteur, vous avez ici l'électronique de commande qui vous donne la fréquence de rotation du disque. On est à quelques dizaines de hertz et on monte progressivement. Et pendant ce temps-là, on observe le signal de la photodiode. On avait un point de départ vers 80 millivolts et on voit que le signal monte progressivement jusqu'à arriver jusqu'à près de 200-220 millivolts à la fréquence de modulation maximale acceptable par ce dispositif. En passant, Becquerel avait des vitesses de rotation permettant d'avoir des modulations de 3 à 4 000 Hz. Ici, ce dispositif ne permet d'obtenir que 1000 Hz. On serait capable de faire mieux, mais ça reste un instrument qui est commercial, mais qui est vendu pour le domaine de la recherche. Ça montre quand même les capacités de l'instrument de Becquerel du milieu du XVIIe siècle. Donc, on peut maintenant, en faisant varier la fréquence de modulation, enregistrer le signal pour chaque fréquence. Et on a donc une courbe qui correspond à la croissance du signal sortant du phosphoroscope au fur et à mesure que la vitesse augmente. Maintenant, on est capable de modéliser cette courbe par cette équation. Il faut juste retenir qu'on a deux paramètres, nu qui est la fréquence de modulation, et puis tau qui est le temps caractéristique de décroissance de l'énergie représenté par une exponentielle. Et on va chercher maintenant quelle est la valeur de tau qui permet d'obtenir le meilleur accord par rapport aux données expérimentales. C'est la courbe bleue. On a un très bon accord et ça permet de déterminer un temps de relaxation d'environ 0,3 millisecondes. Donc évidemment, ça c'est quelque chose que Becquerel ne pouvait pas faire. Il ne disposait pas d'instruments de mesure aussi précis que cela. Et puis évidemment, ça implique un certain nombre d'hypothèses qui proviennent de la mécanique quantique. Mais aussi, ce qui a été dit, c'est que Becquerel n'était pas quelqu'un qui cherchait les mathématiques comme étant un outil pour la physique. C'était un expérimentateur extrêmement efficace. Et l'instrument son phosphoroscope le montre bien. Ce dispositif-là, réalisé avec des moyens modernes, n'arrive pas aux fréquences de modulation qu'obtenait Becquerel dans un instrument purement mécanique. Maintenant, avant juste de conclure, je voudrais vous présenter quelques applications modernes et vous dire que ce mécanisme de miroir, de roue tournante ou bien a été utilisé jusque dans les années 60 par des instruments commerciaux, des spectrofluorémètres, Aminco-Baumann par exemple. On a dans la fluorescence beaucoup d'applications qui soient grand public, comme les tubes fluorescents, les LED. Dans nos lessives, vous avez ce qu'on appelle en français des azurants optiques qui permettent d'avoir du linge plus blanc que blanc. Pour les plus anciens, reconnaîtront l'humoriste qui a fait le sketch. Mais ça permet en fait de convertir une partie de la lumière UV bleue dans le visible et d'augmenter l'apparence blancheur des vêtements. Plus dans le domaine de la recherche, ces notions de fluorescence sont utilisées en biologie en particulier pour de l'imagerie. On peut mettre en application l'autofluorescence de certaines molécules présentes dans les systèmes biologiques. On peut utiliser également des sondes extérieures. Par exemple, ici, vous avez une image obtenue par une collègue de mon laboratoire. En vert, vous avez de l'imagerie en seconde harmonique, c'est un effet non linéaire. Et en rouge, vous avez un autre tissu qui présente de l'autofluorescence. Et c'est grâce à cela qu'on est capable d'étudier les fonctions et d'avoir de l'imagerie de très haute qualité avec une résolution relative à la nature du tissu. Vous avez d'autres techniques comme la mesure du temps de fluorescence
un peu ce que je vous ai présenté précédemment. Et ce paramètre taux va être utilisé comme un élément caractéristique des milieux biologiques. Et puis, vous avez d'autres techniques, le FRED, par exemple. C'est un peu plus technique. Pour la phosphorescence, je dirais qu'il y a peut-être moins d'applications directes. On pense évidemment aux montres avec les phosphores qui permettent de briller la nuit. Mais je vous donnerai un autre exemple en biologie aussi, avec le développement de sondes phosphorescentes de très longue durée de vie, stables, qui permettent de faire de l'imagerie, notamment du suivi de particules uniques. Et ça, c'est aussi développé donc, dans le groupe de Thierry Gaccoin avec d'autres collègues du laboratoire. Et je vais conclure par des remerciements. Évidemment, le groupe des X 2018 qui ont participé à la création de ce démonstrateur. Et puis, donc, le phosphore provient de Thierry Gaccoin du PMC. Et puis également, je remercie l'équipe du Musix à l'École Polytechnique qui contient d'innombrables instruments scientifiques et pas uniquement le phosphoroscope de Becquerel. Je vous remercie pour votre attention. Alors, Monsieur Gaillot, merci pour votre exposition. C'était vraiment fascinant de voir et entendre la phosphoroscope de Becquerel en fonction. C'est très, très intéressant. J'ai une courte question. La lampe de Crassel, comment ça fonctionnait? En fait, c'est une lampe à huile. Pas huile. Ah oui. C'est une lampe à huile, mais par contre, elle est très complexe parce qu'il y a un système de régulation du débit d'huile de façon à avoir une intensité lumineuse la plus constante possible. Ah oui, pour avoir une source très stable. Hein? C'est ça. Ah Et en oui. fait, c'était Bon. des lampes qui étaient quasiment réservées au domaine scientifique. Enfin, ça coûtait très cher à fabriquer. Bon. Et c'est vraiment resté des œuvres d'art encore de nos jours. On en trouve quelques-unes en vente, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare et précieux. Nous avons une question de Mohamed Sherif. Il dit les deux disques sont donc solidaires. Elles ne tournaient pas l'un par rapport à l'autre. Je pense que la réponse est Non, très simple. c'est tout à fait ça. Voilà, si je reviens ici, donc les deux disques sont le bleu et le vert. Ils sont solidaires et ils tournent en même temps. Le Oui. bloc tourne en même temps. Ce Ah oui, qui c'est fait que clair. on n'a jamais une ouverture en face de l'autre. Alors, pas d'autres questions. En gros, je vous remercie pour une exposition très, très fascinante. C'est moi qui vous remercie. Oui, donc je reprends la parole, Laurie, merci.